Alors, qui je suis? Bon, vaste question. Laureline Combe, donc, est infirmière depuis 2011-2012. Pendant, donc, jusqu'en 2017, j'ai fait ça quasiment à temps plein. Beaucoup de services, beaucoup de différents endroits, et puis toujours le même rapport, à savoir, zut, il manque quelque chose dans ma pratique, je suis une machine, mais il n'y a pas beaucoup d'humain là derrière, et très frustrée, du coup, je me suis formée en massothérapie. Donc la massothérapie, c'est un terme québécois, et ça regroupe tout ce qui est massage, psychocorporel, réflexologie, médecine chinoise, ce genre de choses. Et donc, je suis en auto-entreprise à temps plein depuis 2017. C'est là que j'ai commencé à devenir donc formatrice également en hygiène et dans les soins que je pratiquais. Et puis voilà, de plus en plus de soins, de plus en plus d'accompagnement de personnes en fin de vie, de personnes en cancéro, enfin voilà, vraiment un gros cabinet qui marche, enfin voilà, les choses marchaient bien. Et vous allez me dire, mais la VR est où là-dedans? Elle apparaît en 2015. 2015, j'ai fait la rencontre de la réalité virtuelle de façon personnelle, hein, comme beaucoup de gens, avec les jeux vidéo, avec ce genre de choses. Et puis beaucoup de contacts, le meet-up entre autres, et puis le Laval virtuel, etc. Et puis à apprendre en autodidacte tout ce qui pouvait me passer par la main. Et finalement, utilisation de la réalité virtuelle en santé. Parce que je me suis dit, en santé, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Il y a 2 ans, je vous ai fait une présentation sur ce qui commençait de se faire. Et puis, j'ai commencé à le tester au sein de mon entreprise pour faire de la relaxation. On s'en était arrêté là. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Finalement, 2 ans après, je ne vais pas vous dire que c'est miraculeux, mais ça marche très, très bien. Le principe en cabinet, c'est on met le casque à la personne qui vient avec des symptômes de stress très, très importants, qui va avoir beaucoup de mal à lâcher prise. On lui met le casque et là, c'est silence. C'est le calme et le soin corporel en lui-même peut entrer plus facilement, le toucher peut atteindre la personne plus loin. Ça a été vraiment une grande découverte, une belle découverte. Et puis, initier ça dans des journées zen. Je me suis dit, c'est bien de faire ça avec quelques patients, de faire ça avec des patients en cancéro, en fin de vie, ok. Mais aller plus loin, donc j'ai été dans des salons de bien-être et puis avec mon petit ordinateur, mon viseur. Donc Visor, c'est une application qui permet de streamer. Moi, j'utilisais un Oculus Go, donc ça me permettait de streamer l'Oculus Go, de voir ce que les patients, enfin que les testeurs voyaient, et du coup d'avoir un retour, de pouvoir les guider, etc. Alors en salon, c'est plus sur de la musique que sur de la guidance vocale, c'est évident, il y a du bruit, on ne peut pas être dans la même intimité, dans la même guidance. Mais toujours le même retour, à savoir « Ah mais qu'est-ce que ça fait du bien, je me sens reposée, 5 minutes et je me sens mieux ». Et pourtant, voilà, c'est des gens souvent qui n'avaient jamais testé la VR, qui ont été immergés très facilement, de façon très intuitive, et c'était toujours des très très bons retours. Même sur des endroits, à un moment donné, on m'avait mis dans un salon, j'étais derrière un escalier, quoi. C'était juste pas l'endroit du tout idéal, et ça a été vraiment une réussite. Donc en soins, évidemment, en guidance, en musique, avec aromathérapie, donc tout ce qui est senteur. Typiquement, vous faites aller quelqu'un dans une forêt, vous lui faites sentir du bois de pin. La personne, elle part beaucoup plus facilement et ça incite encore plus au voyage. Le principe, c'est quoi? C'est de focaliser le regard. C'est de focaliser la conscience. D'accord? Aujourd'hui, l'être humain, on fonctionne beaucoup avec nos oreilles et nos yeux. D'accord? C'est les deux principaux sens qu'on va utiliser. Si vous dites à vos yeux, on ferme les yeux, on imagine que déjà le conscient, vous l'embrouillez pour une personne qui est stressée, ça ne marchera pas. Parce que justement, elle va perdre ses yeux, elle perd ses repères. Vous lui focalisez les yeux sur des images qui sont prédéterminées, qui sont voulues. Tout de suite, vous allez attirer son regard, vous attirez le conscient. La musique la vocalise, fait le reste. Et derrière, vous pouvez passer sur l'inconscient. Vous avez une strate de conscience qui part beaucoup plus facilement. Du coup, c'est là-dessus que va se baser l'hypnose médicale, virtuelle. L'hypnose, c'est l'un des gros sujets de la réalité virtuelle en santé. Ça part comment? Ça part du principe que on a des soignants qu'on a formés en hypnose, mais l'hypnose, ça prend du temps à mettre en place, ça prend de la confiance, parce que quand on vous demande de faire ça sur un geste invasif, vous savez que le patient aura mal, c'est difficile de lui dire on va vous hypnotiser. Voilà, ça demande une confiance en soi. Là, on enlève la partie, entre parenthèses, humaine, on met le casque, la visu est focalisée, on met une rythmique vocale, une musique, et c'est parti. Et là-dessus, donc,
je ne vais pas vous donner beaucoup de noms ce soir, je vais essayer d'éviter parce que je ne suis pas très, voilà, je suis pas très pub. Mais grosso modo, en France, on a 4 à 5 acteurs principaux là-dedans. Et ça se démocratise de plus en plus. Tous les hôpitaux vont soit aller vers ces solutions-là, soit faire leur propre version avec les universitaires. Voilà. Ils vont chacun aller là-dessus parce que vraiment, c'est très efficace. On arrive à faire des gestes très invasifs. Hein. Je peux vous en montrer 2-3. Ça, celui du dessus, ça marche? Oui, c'est bon. Ça veut dire quoi, le geste invasif? Alors, un geste invasif, pardon. Un geste invasif, c'est typiquement un geste qui va faire mal, qui va entrer dans la personne. Donc là, sur celui du dessus, on a une pose de voie centrale. Une voie centrale, c'est un gros cathéter qu'on va mettre dans l'un des gros vaisseaux du cou. D'accord? Ça se fait sans anesthésie, c'est une petite locale, d'accord? C'est douloureux, c'est pénible. Aujourd'hui, un casque, la personne, elle ne va même pas caler qu'elle est dessus. De même, vous avez ceux qui ont eu des femmes enceintes autour, les péridurales, les poses de péridurale compliquées, même topo. Voilà, donc ça va être super intéressant à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que justement, on va pouvoir couper le conscient et partir sur l'inconscient. Et c'est là-dessus aussi que va se baser tout ce qui est thérapie par exposition à la réalité virtuelle. D'accord? Ça, c'est le Sud principalement qui nous donne ça. C'est une entreprise du Sud et c'est vraiment une réussite également. Ça va pouvoir traiter une partie des phobies. Alors, aider à traiter, attention, on n'est pas sur du 100%, jamais. Mais ça va aider à traiter une partie des phobies. Ça va permettre, par exemple, de vous aider à vous vacciner contre le vertige. Ça va permettre d'aller sur des personnes qui ont des problèmes de troubles de l'alimentation. Typiquement, les anorexiques qui ont des troubles de l'image corporelle, on va pouvoir leur remettre leurs images corporelles un petit peu plus dans la réalité. Ce qui est quand même assez fou parce qu'on part sur une réalité virtuelle. Je trouve ça juste merveilleux. Donc voilà, et toutes ces thérapies-là vont toujours passer sur le fait qu'on va focaliser le conscient sur autre chose pour pouvoir passer derrière. Ce qui, effectivement, c'est ce que je vous mettais sur la slide avant, pose 2-3 petits problèmes éthiques en médecine, parce qu'en médecine, on adore l'éthique. Et du coup, quelles vont être les limites là-dedans ? Qu'est-ce qu'on peut imposer au conscient et à l'inconscient? Ça commence à poser 2-3 questions. Il y a des études qui sont dessus. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler un autre jour. Les sorties de patients. Alors, on continue, sorties de patients, c'est ce que vous voyez en bas. Ça, c'est notre club du 3e âge, parce que les personnes âgées sont des clients absolument fantastiques là-dessus. Du fait que, ils ont vécu l'arrivée d'Internet, ils ont vécu l'arrivée de la télé, et aujourd'hui, on leur met la télé sur les yeux, quoi. C'est merveilleux. Ils sont immergés là-dedans et ils partent vraiment très rapidement. Du coup, ça leur permet, sur des personnes qui sont institutionnalisées, de les sortir. Parce qu'il y a des personnes où vous ne les sortirez pas. C'est pas possible. C'est plus possible. Il y a des personnes qui sont en fin de vie. C'est pareil. Elles sortiront jamais de leur lit. C'est plus possible. Eh bien, grâce à la réalité virtuelle, aujourd'hui, on arrive à les sortir. Alors, c'est principalement de la 360. D'accord? Ce sera rarement, il y a rarement de l'intérêt à les mettre sur des univers en 3D. Mais pour autant, c'est vraiment efficace. Ça a même permis à certaines personnes qui se laissaient un peu aller, qui ont ce qu'on appelle le syndrome de la perte d'élan vital, de repartir. D'accord? Donc ça, c'était il y a 2 ans encore en test, on essayait. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont montées là-dessus, sur ce principe-là, et qui font le tour des maisons de retraite. Et c'est succès à chaque fois parce qu'effectivement, les personnes âgées peuvent aller en vacances à droite, retrouver des souvenirs. Ah bah tiens, oui, j'ai été sur cette plage. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. Ça a vraiment d'autres retours. En psychiatrie aussi. Ça, je fais une petite parenthèse. La psychiatrie, ils sont encore beaucoup à l'étude. Ils sont très portés sur l'éthique pour le coup. Et ils sont encore vraiment dans le tâtonnement. Mais ils voient l'intérêt, donc ils essayent d'y aller petit à petit. La rééducation. Alors là, je vous ai mis une marque, j'aurais pas dû, mais je vous l'ai mis quand même parce que c'est quand même l'un des gros acteurs en France, Kiné Quantum, et tout ce qui est thérapie miroir. Clairement, aujourd'hui, c'est le même principe encore, c'est-à-dire qu'on va passer au-delà de votre conscient. Votre conscient voit qu'il a un handicap, qu'il a une limite. Si vous avez des problèmes à marcher suite à une opération, suite à un accident, quoi que ce soit, que vous savez que potentiellement ça peut vous faire mal de marcher, que potentiellement ce mouvement-là va vous faire mal ou va être difficile, votre cerveau, il va mettre en place des réticences, de fait, d'accord? C'est inconscient, c'est comme ça. Si grâce à la réalité virtuelle, on vous montre que le mouvement est possible et faisable, votre cerveau, vous le squeezez. Vous lui dites, mais si, c'est faisable. Regarde, c'est faisable, tu le vois. Ah, je le vois, c'est faisable, je le fais. Et du coup, ça permet d'engager le mouvement beaucoup plus facilement. Et ça fait vraiment des gros progrès sur des personnes. On arrive à faire remarcher des personnes qu'on ne pensait pas réussir à faire remarcher en rééducation.
Thérapie miroir, c'est pour tout ce qui est problème de membres fantômes, ça vous parle? Les gens qui ont été amputés, qui continuent d'avoir des douleurs. On va pouvoir alors ça c'est pareil, c'est à l'étude, et en fait ça permet de leur remontrer qu'ils ont un bras, qu'ils ont une jambe, et du coup de faire disparaître ces douleurs sur un temps donné, et après le but, effectivement, c'est de rééduquer la personne. Il y a un site qui s'appelle Thérapie miroir en réalité virtuelle, je l'avais partagé, qui justement fait appel à différents corps de métier pour continuer les études dans ce sens-là. Donc c'est vraiment, c'est vraiment à fond là-dessus. La prévention, bon, c'est pas Wanadef que je vais vous apprendre ça. La prévention, ça va être tout ce qui est secourisme, en base, les sécurités incendie. Maintenant, vous avez même la prévention de tout ce qui est risques psychosociaux, harcèlement au travail, enfin ce genre de choses. On va très loin parce qu'on peut remettre les gens en situation. D'accord? Et la mise en situation, c'est ce qui va provoquer l'émotion. Clairement, vous avez quelqu'un qui tombe devant vous. La plupart du temps, vous allez commencer par avoir un gros flip et vous dire qu'est-ce que je fais? Si déjà vous avez la maîtrise du geste parce que vous l'avez vu et vous l'avez fait vraiment, et que vous avez vu parce que le degré de réalisme de l'expérience était suffisant, que vous avez vu ce que ça faisait, vous allez provoquer l'émotion. Et cette émotion-là, ça va vous permettre de l'appréhender et donc de ne pas la subir de la même façon le jour où ce sera dans la vraie réalité avec une vraie personne qui est tombée. D'accord? Et ça, clairement, c'est le principe des formations. D'accord? La formation en VR, en santé, c'est vraiment le gros point VR santé. Parce que la santé s'est rendu compte que c'était là-dedans qu'on allait pouvoir faire des progrès. Parce que faire de la formation, c'est bien. Se former à des choses, c'est bien. Mais il y a des choses, c'est impossible. D'accord? Il y a des gestes qui sont faits tellement peu de fois, qui sont tellement rares que vous ne les verrez jamais. Vous les verrez une fois, deux fois. L'interne, il va s'y essayer et puis, boulette, bon. Donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être entendues. Vous allez avoir des gestes qui pourraient être faciles, mais qui nécessitent d'être faits, refaits, vus, revus. Et ça, c'est possible grâce à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, soit vous avez des programmes en 360 où vous avez le chirurgien qui portait une caméra et qui va vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il fait exactement, comment ça se passe, etc. Donc l'interne ou l'apprenant va pouvoir refaire tout le cycle en entier, une fois, 2 fois, 20 fois, autant qu'il le veut, même si c'est une opération qui se fait une fois l'an, tant pis, il va pouvoir la refaire quand même encore et encore. Et vous allez avoir tout ce qui est, du coup, 3D, donc là où vous allez mettre la main à la pâte, parce que la formation, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en touchant, c'est en faisant. C'est quand même des métiers manuels, la santé. On fait ça avec nos mains, on ne va pas parler psychiatre et encore, mais sinon, c'est quand même vos mains qui vont activer. Et de ce fait, on va pouvoir, oui, effectivement, soins infirmiers, chirurgie en priorité, parce que on va pouvoir mettre la main à la pâte. Malheureusement aujourd'hui, on a encore le tout petit seuil à franchir du tracking des mains. On commence à avoir des hand tracking, qui sont ce qu'ils sont, mais aujourd'hui, le fait d'avoir des contrôleurs, ça limite certaines choses. Mais ça ne limite pas tout ce qui est chirurgie avec assistance. Chirurgie en célioscopie, ça vous parle, les trous avec les pinces à l'intérieur. Le Da Vinci, qui est une chirurgie sous robotique. Toutes les microchirurgies de l'œil, par exemple, aussi qui peuvent être intéressantes. Voilà, vous avez plein de chirurgies avec assistance qui, du coup, vous demandent un certain type de contrôleur dans la vie aussi, finalement. Et aujourd'hui, on les représente. Vous avez vos contrôleurs dans la réalité également. Et vous le faites avec votre casque de réalité virtuelle comme si vous y étiez. Donc, vous avez les mêmes sensations et vous reproduisez, encore une fois, une partie de l'émotion. Il est clair et net que le jour où vous avez une vie dans les mains, ça change les choses. Mais ça vous permet d'aller plus loin. Et là où on va encore plus loin et où c'est juste merveilleux, c'est sur tout ce qui est soft skills en santé. Parce qu'un médecin qui est super doué, mais qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'un être humain et de ce que c'est qu'une empathie, qu'un discours empathique, c'est difficile, d'accord? Avoir un médecin qui vient vous dire « Bonjour, vous allez mourir demain, au revoir !» Non, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Du coup, aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez avoir il y a des formations qui se font sur de l'alliance diagnostique, notamment pour les cancers du sein, sur de l'aide au diagnostic. J'ai une personne qui vient pour un vertige. Un vertige, ça peut avoir 50 origines différentes. Il faut le savoir, c'est un des trucs qui est le plus nébuleux. Et aujourd'hui, on a des applications en réalité virtuelle qui vous permettent d'investiguer ça juste en parlant aux patients, parce que toute la partie interrogatoire en médecine est hyper importante. Donc vous avez ça. Vous avez aussi des formations en empathie et ainsi de suite.
Donc c'est vraiment, voilà, je vous ai mis un lien sur les slides que je vous partagerai. C'est un article que j'ai fait où je reprends un peu tout ce qui se fait en VR santé. J'ai peut-être pas été très exhaustif, il y a peut-être d'autres informations sur cet article-là, mais c'est vraiment un domaine qui est très 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 large et qui n'arrête pas de grandir. Donc voilà, à suivre vraiment. Là, je vous avais mis, donc ça c'est tout ce qui est, alors ça c'est de la formation en soins infirmiers. Il faut savoir que moi, la formation il y a 10 ans en soins infirmiers, j'avais un écran avec un Gugus en 3D qui était absolument ignoble, et j'appelle vraiment ça un Gugus parce que c'était ce que c'était, et il fallait le réanimer. Hein. Alors je vous laisse imaginer comment vous arrivez à vous projeter là-dedans. Aujourd'hui, vous avez des simulations qui sont presque aussi vraies que nature, on va dire, et où vraiment, ben voilà, il faut installer le matériel et il faut prendre le patient en charge avant qu'il meure. Voilà, c'est compliqué, sachant que je vous le dis, mais il y a quand même des scénarios qui sont faits pour que le patient meure à la fin. Vous ne pouvez pas le sauver. Et ça, à vivre, c'est quelque chose. Ça, c'est une application de prévention secourisme, puisqu'on peut aller plus loin que juste le massage cardiaque. On peut faire tout ce qui est, voilà, je réfléchis, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc c'est très intéressant. Pourquoi la VR en santé? Alors, Sim Forels, qui est l'un des leaders de la formation, va nous le dire très bien, jamais la première fois sur un patient. Et je trouve que cette phrase très belle. C'est vrai, en santé, il y a plein de premières fois, vous arrivez avec vos petites aiguilles et puis vous dites « Ah, c'est ma première fois, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » On tremble en même temps et ça se fera bien. Vécu. Hein. Donc, non, c'est plus possible. Si demain, on vous offre un outil qui vous permet de vous former à tout ça, qui vous permet au moins d'appréhender les situations, c'est quand même quelque chose de génial. Formation en santé, on ne vous demande pas, il y a des grands principes. On ne demande pas grand-chose, encore que. On demande l'apprentissage du matériel, parce que le matériel, c'est quelque chose, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans une chambre, de ressortir, de rentrer, de sortir, de rentrer, j'ai oublié ça, non, le matériel, il est su, voilà, et c'est pas, j'ai une liste à chaque fois et je dois consulter mon annuaire. C'est, voilà, les choses doivent être sues, rabâchées, et des fois, c'est compliqué, parce qu'on ne le fait pas souvent. Donc, il faut que le matériel soit su et le protocole. Tout en médecine est affaire de protocole. Il faut le savoir. Donc, on a des classeurs entiers. Alors, plus maintenant c'est informatisé, heureusement, mais c'est des montagnes de documents, de protocoles, à savoir à la lettre. On fait ça dans tel ordre, comme ça, comme ça. Grâce à la réalité virtuelle, on passe là-dessus. Parce qu'on peut le refaire, sans que ça n'ait finalement aucune importance. Vous n'embêtez personne, vous êtes sur votre machine tranquillement, relaxé parce que vous savez que justement il n'y a pas d'enjeu derrière et du coup vous apprenez tranquillement. Il y a eu des études de fait comme quoi la réalité virtuelle c'est 90% de savoir au lieu de 10, hein, parce que la présentielle et l'écoute c'est entre 10 et 20% d'apprentissage direct, c'est 90% sur la VR, donc c'est énorme. Et puis la précision, alors ça c'est sûr qu'aujourd'hui en VR il y a encore, selon ce qu'on veut, la précision c'est pas encore toujours ce qu'il y a le plus facile. D'accord? C'est pour ça que le hand tracking, moi j'attends ça avec impatience, parce que je me dis, si demain je peux toucher les objets, d'accord, typiquement connecter un bistouri, connecter un cathéter, pour voir ce que je fais vraiment dans ma gestuelle, là ce sera juste parfait. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait tout ça, mais c'est ce que je vous disais, on approche quand même beaucoup, donc voilà, la précision c'est quelque chose qui est très 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 important en santé. Ce qu'on vise en santé, c'est simple, c'est une meilleure qualité de soins, meilleure qualité de vie pour les patients, et pour les soignants. Donc du moment où vous arrivez à avoir des soignants qui sont sereins, qui sont formés, qui sont carrés, rigoureux, et derrière des patients qui sont heureux et qui, malgré parfois une issue fatale et on n'y peut rien, qui sont sereins et heureux d'être finalement là où ils sont, voilà, qui arrivent à accepter tout ça, on a gagné. D'accord? Ça, c'est la santé. Donc pourquoi la VR en santé? Parce qu'on peut vraiment gagner sur tous ces terrains-là. Et ça, c'est que ceux qu'on a explorés aujourd'hui. Donc, il y en a encore plein qu'on peut aller déterrer. Donc, c'est ce que je vous disais, en santé, les points clés, l'adaptation. Clairement, il faut savoir s'adapter à tous les milieux. La précision, on en a parlé. La sécurité, tout est affaire de sécurité. Un patient, il faut qu'il soit parfaitement en sécurité tout le temps. Qui dit sécurité dit rapidité, d'accord? Ce qui veut dire que la VR, elle nous fait gagner en apprentissage, en savoir, donc en rapidité. L'hygiène, alors j'ai beaucoup de gens qui m'ont rionné quand je dis hygiène. Non, l'hygiène c'est la sécurité de votre patient. Maladie nosocomiale, c'est mortel hein, dans certains cas, donc non. Et l'humanité. Un soignant formé qui a le geste et le protocole parfaitement en tête, c'est un soignant qui se libère les mains,
qui se libère l'esprit et donc qui peut être humain. S'il est à fond sur son truc et qu'il ne sait pas se détacher de ce qu'il fait, il ne sera pas humain avec le patient et on perd en qualité de vie. Ok ? Donc, oui. Donc du coup, les points clés pour un projet VR en santé, ça va être le recueil et l'expression du besoin, d'accord ? Clairement, vous voulez faire un projet, il va falloir être très 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 rigoureux puisque vous avez besoin de répondre à tous les critères de qualité qu'il y avait derrière. Le choix du matériel, alors je sais qu'Alex la dernière fois vous a dit que le choix du matériel ne devait pas trop importer, qu'on devait être assez flexible, ce qui est vrai. En médecine, on va quand même avoir certains critères à respecter. Typiquement l'hygiène, vous ne pouvez pas faire entrer n'importe quel casque dans un bloc opératoire, d'accord ? C'est pas possible, il va falloir quand même y penser. Le choix du public cible, clairement, il va falloir que, voilà, vous n'avez pas, tout le monde ne sait pas se servir des technologies. Hein, moi, j'ai des infirmières, encore que je connais, qui ne savent pas utiliser un dossier patient informatisé. Hein, un ordinateur, c'est compliqué, alors vous imaginez un casque de réalité virtuelle. Non, voilà. Donc une UX simple, intuitive, faut que ça, voilà. On prend, on y va. C'est, voilà, faut pas qu'on ait à chercher. Une formation à l'utilisation, hein, encore une fois, pensez que les gens en santé ne sont pas tous des techs, vraiment très très loin de là. Donc il faut que, voilà, faut qu'on puisse les former, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour leur expliquer la marche à suivre et l'interdisciplinarité. Aïe. Là, voilà. Bon. Pour ceux qui connaissent, ça c'est Sherlock. Voilà, quand on est en congé maternité, on a du temps pour regarder la télé. Donc c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, pour vous redonner un petit peu, on a un sociopathe de haut grade qui adore prendre les enquêtes pour se faire montrer l'adrénaline, toxico à 16 heures, enfin voilà. Quelqu'un de très tech, très dans sa bulle. Ok, on ne fera pas d'amalgame. Et à côté de ça, vous avez Watson, médecin de guerre, complètement dans l'empathie tout le temps. Je ne vais pas vous dire que c'est un bisounours parce qu'il est quand même un petit peu abîmé, mais somme toute, voilà, il va être plus dans l'humain. Et sur cet épisode où il se marie, il lui fait tout un speech, bref, peu importe, et Sherlock lui essaye de résoudre une enquête, de trouver un serial killer, et il sait que dans la salle, il y a le serial killer et sa prochaine victime. Et il dit de John Watson, de toute façon John Watson c'est un cancre, il est nul en enquête, il ne résout jamais l'enquête mais il sauve la vie. Et il lui dit, ce jour-là, parce qu'il commence à paniquer, il ne trouve pas la solution, et il lui dit, John, fais ce que tu sais faire, ne résous pas l'enquête, sauve la vie. Et l'interdisciplinarité, c'est ça. C'est-à-dire que chacun a ses compétences. Moi, je suis pas tech, hein, du tout. Hein. Vous me mettez devant un écran de code ou vous me donnez une tablette graphique. Bref, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Et si on arrive à tous communiquer entre nous, on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin. Donc pourquoi la communication entre nous? Je vais prendre un exemple qui rappellera peut-être des choses à certains. Il n'y a pas longtemps, je parlais formation avec quelqu'un et on me dit ça c'est vraiment super bas niveau comme truc. En sous-entendant, c'est la base des choses. Et c'est vrai, pour le commun des mortels, le bas niveau, c'est la base des choses. Moi, pour moi, soignante, le bas niveau, c'est le gars, il faut qu'il sache se laver les mains, quoi. C'est le minimum. Quand je parle de bas niveau avec d'autres personnes, c'est plutôt le degré de difficulté qui augmente, d'accord ? On va vraiment dans le bas niveau du programme, c'est des choses très très compliquées. Donc dans un sens, vous avez des gens qui disent bas niveau, c'est facile, hein, le degré de difficulté c'est easy, et l'autre qui vont vous dire ah non non, le bas niveau c'est en bas. Ça peut paraître bête, mais sur des choses comme ça, on perd du temps parce qu'on ne se comprend pas. Et il y a beaucoup de choses comme ça finalement, on se rend compte qu'on perd du temps. On va perdre en cohérence et en compréhension. Donc la communication sur l'interdisciplinarité, c'est très important. Ça permet d'avoir des gens qui sont un petit peu, qui ont l'oreille sur les deux côtés et qui vont vous permettre de faire le lien. Ça va permettre de définir des objectifs précis, d'accord ? Typiquement, si vous formez quelqu'un, que vous utilisez la réalité virtuelle, pourquoi la réalité virtuelle ? C'est juste parce que c'est fun ? Non. Quelle utilité il y a derrière ? Quel enjeu vous prenez ? D'accord ? Et ça, c'est important de savoir où on va et du coup de pouvoir déterminer des objectifs précis. Un tout petit exemple, et je me dépêche, si on vous forme sur de la dialyse, par exemple. Vous avez une machine de dialyse, on vous forme à comment ça marche. D'accord ? Il y a un matériel à usage unique qui se met sur la machine de dialyse. Ce matériel à usage unique, certaines machines vont être programmées pour ne pas fonctionner si le matériel à usage unique n'est pas bien connecté dedans.
D'accord. Machine d'aphérèse pour les dons du sang, de plasma, plaquettes. Il y en a qui font des dons de plaquettes, de plasma. Ça parle? Vous avez des matériaux à usage unique qui se mettent dans la machine. Sur certaines machines, si vous enclenchez et que c'est mal connecté, ça s'arrête. Sur certaines machines, ce n'est pas le cas. Et ce jour-là, vous avez mal branché et vous envoyez l'anticoagulant dans le sang du patient à la place du sérum Phi. Je vous laisse imaginer le résultat. Le patient se vide de son sang. Ce n'était pas trop ce qui était demandé. D'accord? Typiquement, vous faites ça en réalité virtuelle, le Terumo, tiens, vient vous voir en disant, voilà, j'aurais besoin d'une formation pour, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que votre machine, elle bloque ou elle bloque pas? Si elle bloque, vous voulez qu'on la fasse bloquer? Si elle bloque pas, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Est-ce qu'on fait un rapport d'incident? Donc, vous avez une fiche qui s'affiche. Tout ça, c'est des choses que la personne qui va venir vous voir ne pensera pas. Parce que déjà, elle va être dans l'effet un peu waouh, je vais faire de la réalité virtuelle, c'est cool. Et puis, clairement, elle ne va pas aller chercher tout ça. Quelqu'un d'attentif aux deux parties saura vous guider et saura guider les deux parties. Gain de temps, c'est gain de sérénité, bah, ça c'est évident. Si au dernier moment on vous dit « Ah, on a oublié ça c'était super bien, c'était super important, rajoutez-le ». Oui, mais attendez, il y a une histoire de budget, c'est pas grave, le budget, on l'a. Ok, ben on va perdre une semaine, c'est pas grave, on va le faire. Voilà, c'est beaucoup de stress pour les équipes. Là, si vous avez quelqu'un qui a réussi à faire le grade, enfin qui a réussi à vous faire l'équilibre, le temps, il est gagné, la sérénité aussi. Et du coup, votre qualité d'expérience, elle est augmentée également. Vous avez une personne qui est critique. Typiquement, j'ai essayé un logiciel, j'ai vu un oiseau qui faisait littéralement comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des oiseaux voler comme ça. Moi, non. Et j'ai fait le retour d'expérience au médecin qui me dit « Mais vous êtes infirmière, vous êtes sûre ?» Et je lui dis « Oui, je suis infirmière, mais votre oiseau qui disparaît, là en plus on ne sait pas comment, comme ça, là, ça ne va pas le faire. » Recueil d'informations et du besoin, bah, c'est ce que je vous disais, ça permet de fluidifier, de savoir ce qu'on veut exactement, d'être dans la précision. La formation à l'utilisation, si la personne sait à qui elle s'adresse, elle aura un bien meilleur feeling pour pouvoir faire la formation du matériel. Et puis, ça va vous permettre d'appréhender beaucoup mieux le contexte et l'enjeu qu'on vient de voir ce soir. D'accord? Donc c'est quelque chose de très complexe et l'interdisciplinarité va vous permettre justement de fluidifier un petit peu tout ça. Donc, pour conclure, un milieu effectivement qui est en plein essor là-dedans, vraiment, c'est tous les jours on en apprend des nouvelles, pour suivre le fil, je peux vous dire qu'il y a des fois c'est dur à suivre tellement ça va vite. Des résultats qui sont très positifs dans tous les domaines. Il n'y a pas, aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé à part ceux en éthique qui disent que peut-être il faut faire attention à ce qu'on peut mettre dans le cerveau des gens. Mais sinon, voilà, c'est que du positif. Quelques questionnements, c'est ce que je vous disais. Des possibilités qui sont incroyables, qui sont infinies, qui demandent que ça, que quelqu'un s'y intéresse et aille au fond. C'est un challenge de demain qui est absolument hallucinant et je suis sûre que vous trouverez, pour ceux qui sont là-dedans et pour ceux qui s'y intéressent, beaucoup d'intérêt à le relever. Merci beaucoup.